Bonjour et bienvenue à la première journée Culture Santé. Ces journées ont pour but de réfléchir aux liens entre la culture et la santé, de présenter des exemples de projets Culture Santé et des artistes qui ont travaillé à divers projets inspirants. La deuxième journée aura lieu le 21 octobre et les détails vous seront communiqués à la fin de la rencontre aujourd'hui. Ces journées sont organisées grâce à l'entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la ville de Longueuil. La rencontre d'aujourd'hui est aussi organisée dans le cadre des Journées de la culture qui soulignent d'ailleurs leurs 25 ans cette année. La rencontre sera enregistrée, donc certaines personnes ne pouvaient pas assister, donc auront accès à l'enregistrement. La rencontre se déroulera en deux parties. Une première partie où notre animatrice rencontrera et échangera de façon individuelle avec les trois artistes. Suivra en deuxième partie une table ronde avec les trois artistes. L'animatrice animera les échanges et les discussions. Nous vous invitons à poser des questions. Pour faciliter la gestion des questions, nous vous demandons d'écrire dans le chat. Ma collègue Marie et moi pourront partager les questions à notre animatrice et aux artistes. La rencontre d'aujourd'hui est animée par Madame Manon Trépanier. Alors, Manon Trépanier complète présentement une maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances à INRS, pendant laquelle elle a mené une recherche sur le thème Culture Santé pour le compte du ministère de la Culture et des Communications. Très impliquée dans le milieu culturel, on fait souvent appel à son expertise pour siéger sur différents conseils d'administration, comités et jurys. On a pu la voir à la télévision, notamment dans le Livre Show, et l'entendre sur les ondes de la communauté des radios francophones publiques. Copropriétaire de la librairie à lire de Longueuil, Manon est récipiendaire du premier prix d'excellence de l'Association des libraires du Québec et a remporté le titre de citoyenne d'exception de la ville de Longueuil en 2016. Je vous souhaite une belle rencontre Culture Santé et j'invite Manon Trépanier à débuter la journée. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis vraiment ravie parce que, comme le disait Stéphanie Lacaire, c'est quelque chose, la culture santé, d'une part, qui me passionne, mais d'abord et avant tout parce que je suis accompagnée de trois artistes fabuleux que j'admire vraiment beaucoup et que, sans plus attendre, je vais vous présenter. Tout d'abord, Hélène Ducharme, qui est directrice artistique du Théâtre Motus. Hélène est auteure, metteur en scène, comédienne et marionnettiste. Elle a écrit, coécrit ou co-adapté toutes les créations de la compagnie et mis en scène la majorité d'entre elles. Elle propose des textes audacieux au jeune public et explore, à travers les productions, sa passion pour la marionnette, le jeu dramatique et le théâtre d'ombre. Son respect pour les enfants l'amène à travailler en étroite collaboration avec eux, et ce, tout au long du processus de création. Sa formation en enseignement lui permet de concevoir divers types d'activités en lien avec les spectacles. Je recevrai ensuite Stanley Février, artiste plasticien. Stanley envisage l'art comme un vecteur de changement social et pose un regard aiguisé sur les dynamiques sociales prenant forme dans les sociétés occidentales. Il en questionne la valeur de la vie dans un contexte de globalisation au travers des tragédies contemporaines. De fait, motivé par le désir d'activer la conscience collective, il s'approprie et modifie des images, vidéos et photographies de ces drames saisis sur Internet. Par ses installations, performances et projets d'art participatifs, Stanley Février crée un espace de rencontre où les participants et les participantes sont au centre de l'œuvre. Il les amène à se repolitiser et à affirmer leur vécu pour finaliser l'œuvre. Et finalement, je recevrai Carole Jones, directrice générale et artistique de la compagnie Le Zèbre Jaune. Carole est formée en danse, en jeu et musique corporelle. Elle occupe la scène depuis l'adolescence, tant à la télé, au cinéma que sur la scène. Depuis 2014, elle travaille avec différentes populations dites sensibles.
c'est-à-dire neurodégénérescence, Parkinson, Alzheimer, etc., autisme, abus, déficience intellectuelle, entre autres. Elle a fondé la compagnie Le Zèbre Jaune en 2015. Mais tout d'abord, rencontrons Hélène Ducharme. Hélène, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. Merci de m'avoir invitée. Hélène, d'abord, d'entrée de jeu, brisons la glace. Là. Comment ça se manifeste pour toi, ça, Culture Santé? Bien, depuis le début que je crée en lien avec les enfants. Donc, pour moi, c'était en lien avec beaucoup l'éducation. Puis tout à coup, la santé est comme arrivée par le biais de l'éducation en travaillant avec des enfants qui étaient soit avec un trouble du spectre de l'autisme ou en situation de polyhandicap. Pour moi, c'est là qu'un peu la santé est arrivée par le biais des enfants, des différents types d'enfants, des types de classes que j'ai rencontrés. Puis pourquoi c'était important pour toi de t'impliquer auprès de ces enfants-là? Pour moi, c'était tout un développement artistique. Je crois que ça fait partie d'une démarche autant professionnelle, de dire je veux m'adresser à tous les enfants. Je ne veux pas m'adresser seulement à un type d'enfants, toujours les mêmes, toujours le même groupe d'âge. Puis à travers ça, bien, j'ai rencontré différents types et j'ai fait wow, ça me poussait moi-même dans ma créativité à chercher d'autres façons de faire, à m'améliorer toujours. Et est-ce que ça l'a nourri, ta créativité? Ah, énormément. Bien, moi, j'aime beaucoup me déstabiliser dans chaque projet, aller chercher des équipes qui sont prêtes à découvrir, m'entourer d'experts, d'autres gens qui ont d'autres expériences. Puis je pense que ce projet-là est celui qui m'a le plus déstabilisée. Un petit peu est allé chercher en dedans de moi des choses que je ne connaissais pas. Ça m'a fait découvrir tout un univers. Je ne connaissais pas du tout le monde de toutes les classes spécialisées, tous les centres de répit, de dépannage, tout le fonctionnement, l'organisation de tout ce qu'il y a autour des enfants en situation de polyhandicap ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Je dirais, en fait, tout ça existe, mais c'est vraiment merveilleux et il y a très peu, malheureusement, d'activités culturelles qui sont données. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais c'était un monde à découvrir pour tous les artistes professionnels ou amateurs. En quoi est-ce que ça vous a déstabilisé? C'est l'approche. On dirait que tout ce que j'avais fait avant, la façon que j'avais développée, j'avais la perception de connaître comment aborder un public enfant, de rentrer dans une classe, de faire un atelier, tout est préparé, tu rentres, tu dis, je vais faire ça. Tout à coup, tu te dis, attends, c'est pas ça qu'il faut faire. Toute l'idée de surprise, je vais préparer quelque chose de nouveau, de magique, puis ça va les surprendre. Il ne faut aucune surprise. Il faut qu'ils sachent ce que tu vas faire. Il faut que tu les sécurises. Il ne faut pas que tu rentres avec ton côté extraverti qui va les bouleverser, puis qui vont être en crise devant toi, puis là, tu les as désorganisés. On dirait que je devenais un vecteur de crise. Donc, j'ai fait, oups, c'est pas ça que je veux. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis les enfants TSA, ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont un scanner à l'intérieur d'eux qui leur permet de te voir qui tu es profondément. Tu arrives, si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas bien dans ta peau cette journée-là, tu es un peu nerveux, ils le sentent. Ça les insécurise. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'est pas certaine de ce qu'elle vient faire. Qu'est-ce qu'elle veut? Et là, tu es tout de suite dans ta vulnérabilité avec eux, puis c'est magnifique. Tu es obligé d'être intègre fondamentalement à temps plein avec eux. Puis quand tantôt tu parlais du projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet-là? Bien oui, je pense. Est-ce que c'est le bon temps pour dire qu'on pourrait mettre la vidéo? Parce que ça a commencé grâce à la Ville de Longueuil. J'ai vraiment eu un appel par rapport à un programme. Je cherchais une façon de faire des ateliers à l'hôpital. Je n'arrivais pas à rejoindre personne dans les centres hospitaliers. Je voulais aller avec les enfants qui étaient à l'hôpital dans différentes maladies. Puis en fait, ah non, il y a le centre Petite Échelle, il faudrait que tu ailles là. Donc, je pense que je vais vous laisser écouter la vidéo avec le son, puis ça va vous mettre en contexte pour le projet. Merci, là. Je cherchais depuis longtemps une occasion de développer un projet théâtral pour les enfants ayant des besoins particuliers, surtout ceux reliés au spectre de l'autisme. C'est des enfants qui ont peu accès à des activités spécialisées pour eux, qui ont peu de contact avec les arts. Et c'était une chance unique qui s'offrait à moi et à mon équipe de créateurs, créatrices d'approcher, d'aborder et d'aller à la rencontre de ces enfants qui sont tous si uniques et magnifiques.
On s'est dit au début, l'objectif était d'échanger avec les enfants, d'entrer en contact avec eux avec différentes formes d'art. On a exploré les matières, les textures. C'est Marie-Claude Labrec qui est venue m'aider. On a exploré le sable lunaire, la pâte magique, la glaise. On était vraiment avec les enfants pour voir comment ils se sentaient, comment ils réagissaient, comment ils aimaient ce contact-là. Et on a aussi évidemment exploré la musique. J'ai travaillé avec Nathalie Cora et avec Édith Beauséjour. Puis on s'est rendu compte que c'était surtout les instruments qui vibraient, comme la kora, qui est une harpe africaine. On développait en travail avec eux une espèce de langage non verbal. On essayait de ne pas parler, d'y aller par le chant. Des chants en français, des chants en espagnol, des chants en anglais, toutes sortes de chants qui nous venaient, des rythmes, parfois juste des sons. Et ces vibrations-là aussi, des voix, étaient magnifiques. On a vraiment eu des moments magiques qui sont arrivés. On a été bousculés, on a été troublés, on a été questionnés. C'était une rencontre et un échange et un apprentissage incroyable. Vraiment, je tiens profondément à remercier Mélissa Pelletier, Isabelle Julien, Evelyne Beaulieu qui travaillent au centre, évidemment toute l'équipe d'intervenants du centre Petite Échelle qui sont tellement merveilleux, les enfants qu'on a rencontrés, je voudrais toutes vous les nommer un après l'autre, sont tellement uniques, leurs parents aussi qui ont été en lien avec tous ces ateliers-là. Et évidemment, la ville de Longueuil, qui avec son programme de médiation culturelle, nous a permis de réaliser tous ces ateliers-là. C'est vraiment très, très émouvant de regarder ça, Hélène. Oui, ça met vraiment en contexte tout ce qu'on a vécu d'apprentissage. C'était s'entourer d'artistes, autant que de musiciens, en marionnettes, en art visuel, théâtre, puis théâtre d'ombre, puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va les toucher. Puis suite à ça, ce qui est merveilleux, c'est que je me suis dit, on va faire un spectacle pour eux. Vraiment une pièce de théâtre, on va les emmener au théâtre. Puis là, j'ai découvert d'autres compagnies, pas ici, à Londres, entre autres, Hailey Card. J'ai parlé avec Tim Webb. Lui, pendant 30 ans, il a fait des spectacles là-bas pour les enfants TSA spécifiquement ou en situation de polyhandicap. Puis là, on a développé. Puis on a vraiment fait toutes sortes d'étapes de recherche, de présentation, de courtes présentations. Faire un spectacle pour les enfants TSA, c'est accepter qu'il va y avoir un comédien par enfant. C'est vraiment impossible à vendre, ça c'est clair. On se disait, on ne va pas là pour faire de l'argent, mais je pense que c'est quelque chose qui va revenir et qui est récurrent. C'est pas quand tu abordes tout ce milieu-là de la santé, de la culture, il y a aussi un problème de financement. Il faut aller chercher des soutiens, puis on en a trouvé. On a trouvé des façons de faire qui font que cette année, on va pouvoir donner plus que 40 représentations du spectacle dans tout le territoire de la Montérégie. On s'est associé au Théâtre de la Ville. Donc, les premières représentations vont avoir lieu en octobre. Après ça, on va aller à Sorel. Après ça, on va aller à l'Arrière-Seine à Belleuil. Puis après ça, on va aller à la SPEC du Richelieu. Puis tout ça, c'est des classes soit d'enfants en situation de polyhandicap ou bien TSA qui vont venir, donc avec leur accompagnant, des représentations scolaires, des représentations familiales. Puis le spectacle dure 1 heure. Ce n'est pas parce qu'ils sont TSA qu'ils ne peuvent pas prendre un spectacle d'1 heure. Il faut prendre le temps, l'arrivée, les transitions, l'accueil, chaque scène, chaque moment, la fin, la sortie, le retour. Tout ça doit vraiment être un accompagnement complet. Il ne faut pas se dire, ils arrivent, ils attendront 15 minutes, ce n'est pas grave. Dès qu'ils arrivent, il y a une prise en charge, un accompagnement. Donc, et une belle préparation que tu as faite avec ton équipe aussi. Oui. Est-ce que tu as fait une formation pour arriver à faire ça? Non, j'aurais pu. On apprend souvent, mais je me suis entourée de gens qui avaient de l'expérience, des éducatrices spécialisées, des gens qui avaient de l'expérience aussi en accueil de public. On est allé chercher un groupe conseil qu'on appelle, puis on a fait un site Internet pour préparer les enfants à cette sortie-là au théâtre. Donc, le site, c'est arbre-motus.com, où on peut le trouver sur le site, on pourra le donner, mais les enfants doivent être préparés à tous les niveaux pour ça. Puis nous, évidemment, on a fait plein d'ateliers. Ça fait 3 ans que mon équipe fait des ateliers avec les enfants pour développer ça, qui s'appelle Arbre, tout un monde. Au début, c'était seulement tout un monde parce que c'est tout un monde à découvrir. Puis après, on trouvait que le mot tout un monde est un concept qui n'est pas du tout clair pour un enfant TSA. C'est tout
monde, c'est des concepts tellement vastes qu'on l'a gardé pour les neurotypiques, puis on a appelé ça arbre. Parce que ça se passe sous un arbre, puis on accueille les enfants, puis ils sont sur nous sur la scène. Puis c'est vraiment l'idée d'interactivité. Hein? Je veux dire, tu es vraiment en contact avec eux, de la musique en direct, des vibrations, de l'eau, on va les aspects, c'est pas asperger du tout, c'est plutôt une brume d'eau, mais toujours en demandant à l'enfant ce qu'il veut, il veut pas, mais on parle presque pas. C'est ça l'important pour moi. On voulait s'adresser aux enfants qui étaient le non-verbal, le plus loin dans le spectre. Donc, on s'est dit, c'est pas par la parole, c'est pas en parlant, mais on peut quand même leur poser des questions, leur demander des choses. On ne s'attend pas non plus à ce qu'ils restent assis. Il ne faut pas. Ça serait triste. Tous les codes du théâtre sont défaits. C'est ça qui est le fun. Tu arrives, puis ils ne peuvent pas vouloir rentrer dans la salle, se lever, crier, toucher à tout, sortir. Puis l'idée, le groupe, l'équipe, c'est qu'il ne faut pas dire non. On n'est pas dans le non, on est dans le comment on peut faire, comment on peut s'adapter, comment on peut évoluer. Puis là, on commence les représentations. On va voir comment ça va. Là, vous avez déjà donné quelques représentations. On en a donné 2 là, à la Maison de la Culture Janine Suto en mars dernier. Ils nous ont permis de faire une magnifique résidence. Puis, juste au moment où ils ouvraient, qu'on avait le droit de recevoir des publics, on a fait 2 représentations. Puis, ça a été magique. Puis là, on a notre public qui s'en vient en octobre. On va voir aussi tantôt, un petit peu plus tard, vers la fin de notre rencontre, des images très poétiques d'ailleurs. Oui, qui donnent un peu l'ambiance plus... c'est feutré. C'est vraiment l'idée de feutrer et de pas trop... on ne veut pas les agresser. En même temps, on peut aller vers un rythme, ils aiment ça, mais il faut comme accepter qu'il faut que ça monte tranquillement, tester jusqu'à quelle force on peut aller dans la musique ou on a des boom walkers qu'on appelle, qui sont des bâtons de plastique qui font du bruit, puis monter la vibration, puis sentir est-ce que c'est trop, non? Puis après, redescendre, mais on peut leur donner, ils peuvent les prendre. J'ai jamais ressenti que c'était des enfants agressifs, peurants, du tout. Du tout, du tout. Ils ont une grande capacité d'adaptation, d'ouverture. Il faut seulement prendre le temps. Il faut vraiment accepter qu'on les suit. Puis entre eux aussi, l'équilibre entre un qui crie trop puis l'autre qui n'aime pas ça, il faut aussi gérer ça. Donc, il faut savoir s'adapter. Oui. Il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Oui. Hein? Il faut accepter de ne pas être dans le format préconçu aussi. Non, c'est ça. Il faut vraiment accepter qu'on n'a pas le contrôle non plus, qu'on ne sera pas peut-être dans la notion de succès. Tim Webb disait toujours ça, la notion de succès n'est pas la même et pas à la même place. Ça peut te sembler une représentation qui a été très difficile ou tu as cherché tout le long un moyen d'intéresser un enfant, puis à la fin, l'éducatrice va dire « mais je ne l'ai jamais vu comme ça, je n'ai jamais vu interagir de même, c'est magnifique, on ne les connaît pas, donc dans la fragilité du moment. » Mais d'après toi, Hélène, qu'est-ce qui, dans l'art, fait une différence comme ça sur ces enfants-là? J'ai l'impression que l'approche est plus sensorielle. On est moins dans un besoin du quotidien, de faire la routine. Souvent à l'école, c'est très bien, il y a une routine, il y a une façon de faire, il y a une sécurité, il y a quelque chose qu'on essaie de les emmener dans comment vivre la journée. Puis nous, on arrive là-dedans, un peu comme n'importe quel atelier avec des enfants. On arrive, puis on a notre bulle d'imaginaire, notre bulle de folie un peu, qu'on arrive, puis on est des personnages avec des instruments qu'ils n'ont jamais vus, une sonorité, une vibration. On va sortir un plastique, on va sortir de l'eau, on va sortir des choses, puis des choses qu'ils ne connaissent pas, mais comme leur faire découvrir leur corps, leurs sensations d'une autre façon. Je pense que l'art, c'est ça que ça fait. Ça va chercher en dedans d'autres émotions, une autre connexion, une autre porte. On ouvre d'autres portes, d'autres fenêtres, puis on les referme doucement. Puis après, la personne, elle sait que ça existe en dedans d'elle. Mm-hmm. Oh, c'est très beau, comme tu le dis, Hélène. En fait, on disait tantôt qu'il y avait un processus de co-création avec les enfants, dans le fond. C'est-à-dire que tu travailles avec eux tout le long du processus, mais est-ce que ça arrive que ce travail-là te fasse changer ton idée, ta démarche initiale? Complètement. Ah ouais? Complètement. On a fait au début, on voulait le faire sur les planètes. On a fait une première présentation. On avait tout développé un monde de planètes, d'espace, de tout ça. Puis à un moment donné, on a dit « Ah non,
c'est pas le bon univers. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais on va plutôt aller vers l'arbre, la forêt, quelque chose de plus organique, les reconnecter avec quelque chose qui est plus proche d'eux, qui connaissent, que d'aller dans cette espèce d'univers-là inconnu, impalpable. Tout est possible, mais un jour, on s'est rencontrés, toute l'équipe, on a fait, on change de sujet. La pièce, c'est pas ça. Puis là, on a tout mis de côté. Après, on a repris là-dedans. Puis on a rebâti pour dire, ah oui, là, on touche. Puis je pense que le spectacle va se modifier à mesure qu'on va le jouer. Ou si on va dire, ah, cette scène-là ne fonctionne pas comme on voudrait, on devrait plutôt faire ça, il me semble qu'il aime plus ça. Ça, l'équipe le sait, c'est ce qui est magnifique. Il faut s'entourer, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir s'entourer, dans le fond, de oui. personnes qui sont capables de mettre leur ego de côté, là. Oui. Peut-être que le monde des marionnettes aide à ça en partant. On dirait que les marionnettistes, je les ai trouvés très faciles à s'adapter. Écoute, j'ai une équipe magnifique, là. Marie-Claude Labrec m'a beaucoup aidée, Salim Hamad, Paola Huitron, j'essaie de penser à tout le monde. Hugo, qui est notre musicien avec Julie. Oui, eux autres, ils ont fait toutes les étapes, partout. Ils sont allés voir les enfants partout. Puis là, je les sens prêts. Évidemment, si j'ai des remplacements à faire, ça fait partie de la vie. Savoir s'adapter. Oui, mais j'aimerais revenir sur les marionnettes, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Motus. Là, les gens ne savent pas nécessairement que la marionnette, là, on est rendu beaucoup plus loin là, que le petit théâtre de mon enfance. Là. Bien, oui, tout est beau, tout est possible. On pourrait faire du Castelet encore. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup avoir les marionnettistes à vue. Puis j'aime ça qu'ils travaillent avec les marionnettes à vue. Puis avec les enfants TSA, on a trouvé que c'est intéressant de déconstruire. Au début, on nous disait, mais ils ne comprendront pas la maman oiseau si vous la faites qu'elle se détache puis qu'on ne l'a pas au complet. Mais on dirait qu'ils s'y attachent beaucoup. Ils comprennent que c'est comme un personnage imaginaire. Puis ce qui est intéressant avec la marionnette, c'est son côté d'expression fixe. Alors, les enfants ont souvent de la difficulté, les enfants TSA, à lire l'expression du visage humain, qui a trop d'émotions, trop de choses, trop complexes, la peur, de l'inquiétude, l'ouverture, de la volonté, trop de volonté. Avec une marionnette, elle est claire, elle ne change pas, elle est là. Donc ça, ils la comprennent, puis il y a vraiment un sentiment d'attachement profond. Ils adorent les marionnettes. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, vraiment. On a développé beaucoup d'animaux dans ce spectacle-là. On n'a pas de personnages humanoïdes. Je pense qu'un autre spectacle, j'irais vers l'humanoïde parce que j'aime bien l'idée d'expression fixe. On découvre beaucoup de choses à travers ça. Puis le théâtre d'ombre que tu pratiques beaucoup aussi avec Motus, est-ce que tu as vu quelque chose que ça apportait en plus à ces enfants? En atelier, on a vu des belles choses. On a vu un intérêt beaucoup pour la lumière. En spectacle, parce qu'on voulait un spectacle qui s'adapte et qui peut se jouer pas d'éclairage, en plein jour, parce qu'on n'est pas toujours dans des salles de théâtre comme mettons, on a au Théâtre de la Ville, dans un studio, une boîte noire. On a décidé de ne pas en faire. Dans ce spectacle-là d'arbres, il n'y a pas de théâtre d'ombre. Mais c'est vraiment une technique qui est intéressante. C'est juste qu'il aurait fallu arriver à plus de pénombre toujours. Puis je ne voulais pas m'empêcher de jouer dans des lieux non théâtraux en m'imposant du théâtre d'ombre. Mais c'est vraiment un médium magnifique pour eux aussi. Je pense qu'on va revenir sur quelque chose que j'ai noté tantôt. Hélène, tu parlais que c'était difficile de trouver du financement. À quelle porte est-ce qu'il faut frapper? Comment on fait pour avoir du financement pour pouvoir faire des beaux projets Culture Santé? Bien, c'est sûr qu'au niveau des conseils des arts, je pense qu'il faut un soutien au niveau de la création. Au niveau de la diffusion, je pense qu'il faut s'allier avec les municipalités. Il y a toutes sortes de programmes en parallèle qui peuvent aider les municipalités. Puis évidemment, toutes les subventions au niveau de la santé. Je pense qu'il faut vraiment faire des liens avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, puis que les gens se parlent parce que c'est certain que si on met 5 artistes sur une scène pour 5 enfants accompagnés, ça fait peut-être 15 spectateurs, on n'est pas dans une rentabilité possible. Je pense que c'était la même problématique que les spectacles pour bébés ont connu au début. On passait de jauge de 400, 300 à tout à coup 30. Puis là, tout le monde disait « ça ne se peut pas ». Puis on a trouvé des façons de le faire. Donc, je pense qu'un pays comme le Canada, une province comme le Québec a des moyens. Il faut seulement, c'est des partenariats. Il faut vraiment s'entendre puis dire, il y a des ateliers préparatoires, il y a un spectacle, il y a un accompagnement. Puis ça fait partie de la démarche complète et il faut qu'il y ait une offre culturelle pour ces enfants-là. C'est une question de démocratisation de la culture. Oui,
Oui, oui, d'accessibilité, il faut, là, c'est vraiment essentiel. On appelle, il y a des écoles, ils disent, mais on va partir de très loin, ça ne nous dérange pas, on va y aller, il n'y a rien qui s'offre pour nous, on ne peut pas sortir, on ne peut pas les emmener. Il y a des initiatives magnifiques, il y a des représentations qu'on appelle décontractées, où un spectacle qu'on dit plutôt régulier va avoir lieu, puis on l'adapte un peu pour que les enfants puissent le voir. Mais nous, on voulait vraiment viser ceux qui étaient un peu plus loin dans le spectre, ceux qui sont en mobilité réduite, ceux qui on va vouloir qu'ils sortent, ils vont vouloir sortir de leur fauteuil roulant, s'asseoir par terre, bouger un peu, on va être avec eux. On ne les mettrait pas dans un contexte d'une salle traditionnelle de théâtre. Mais de les sortir au théâtre, c'est bien aussi. Oui. Oui, évidemment, on pourrait parler de toutes les choses du scénario social pour préparer les enfants à la sortie, mais je pense que le temps file. Ceci dit, Hélène, tu as préparé, je crois, une belle présentation PowerPoint qu'on pourra vous relayer. Là, ceux qui sont intéressés, écrivez-nous, puis on pourra vous envoyer le lien là, vers cette présentation-là. Et pour conclure cette belle entrevue, on va pouvoir voir la petite Oui. vidéo de présentation dont on parlait Oui. tantôt. C'est un extrait du spectacle pour voir un peu l'ambiance d'Arbre tout un monde. On n'avait pas de vidéo avec le public encore parce qu'on ne l'a pas encore eu, mais ça donne une idée de l'ambiance musicale et de la scénographie complète. On va voir dans le fond maintenant, après avoir pris l'inspiration dans les ateliers, qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la création. Oui. C'est vraiment magique, Hélène. Ce qui m'a frappée dans la première vidéo qu'on a vue dans l'atelier, c'était à quel point les enfants font partie de la création, mais les acteurs aussi, vous étiez au même niveau qu'eux. Et dans celui-là, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on s'adresse à des enfants, mais l'enfant en nous, l'adulte, est aussi ému par cette poésie-là. C'est magnifique, c'est magique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On verra avec le public et tout, qu'on aura les parents, les accompagnants. J'espère que tout le monde sera bercé par ce spectacle-là. Je pense que c'est un privilège d'y assister. Est-ce que tu travailles sur autre chose présentement ou là, c'est vraiment, tu es concentré sur ça? Ah oui, j'ai un beau projet sur l'eau qu'on pourra reparler, Parole d'eau, qui est une coproduction avec le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso. Là, on n'est pas dans la culture santé, on est dans la culture... Ça va avec la santé parce qu'on parle de l'eau. Ah! La santé collective. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Maintenant, je vais recevoir Stanley Février, n'est-ce pas? Alors, mon cher Stanley, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous cette journée culture santé, les 25 ans des journées de la culture. Alors, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as expliqué c'était quoi pour toi la santé. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est d'avoir le bien-être d'accomplir ses idées, ses pensées, de devenir. C'est d'avoir les outils qui nous permettent de s'accomplir. C'est sûr, lorsqu'on parle de santé, on pense souvent à la santé mentale et physique,
mais le fait de ne pas pouvoir s'accomplir affecte la santé. Donc, Mm. l'accomplissement de soi nous permet de trouver l'équilibre. Donc, pour moi, c'est relié. Le devenir est relié à notre bien-être. Et puis, comment ça se manifeste, ça, dans ta création, Stanley? Ben, dans ma création, ça se manifeste à travers l'intérêt que j'ai pour les humains, l'idée de créer des espaces de rencontre pour permettre aux gens d'accomplir des choses, même d'échanger. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire des projets d'art participatif et des projets de médiation. Et à travers ces projets-là, il y avait surtout des groupes qu'on va dire marginalisés, entre guillemets, ou des groupes qu'on oublie, le milieu de l'art oublie. Vous voyez, il y a des gens qui ne vont pas au musée, il y a des gens qui sont hospitalisés, comme le cas de Théâtre Motus qui travaille avec une clientèle spécifique ou qu'on va avoir avec Carol Jones. Un des premiers projets que j'ai réalisé par rapport à Culture Santé, ça a été en 2010. Hein. C'est un projet qui s'appelle « Je me souviens », en pensant aux plaques d'immatriculation, mais c'était des gens qui sont hospitalisés au département de psychiatrie à Charlemagne. Donc, on voulait voir où était l'art auprès des jeunes qui sont en psychiatrie. Donc, on a approché l'équipe clinique du centre de jour de l'hôpital qui ont reçu le projet. Ça a été délicat. Ça a pris 2 mois d'échange pour être sûr d'avoir l'équipe clinique nécessaire pour nous accompagner dans ce projet-là. Et j'ai réalisé ça avec Nathalie Van der Wecken. Et pour nous, ça a été un énorme défi. C'était un milieu qu'on ne connaissait pas finalement. On avait accès à l'hôpital. C'était nouveau pour nous. Mais c'était tellement enrichissant de trouver comment s'adapter. Parce que ce n'est pas la même chose d'être dans ton atelier avec tes matériaux, avec tes idées, tes projets. Donc, il y a une adaptation à avoir, un langage à apprendre et il y a des gestes aussi qu'il faut revoir notre manière de penser et ralentir le temps et trouver le rythme de chaque personne. Donc, on a fait un projet que j'ai appelé « Humeur ». Donc, c'est trouver c'est quoi vos humeurs? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes heureux ou qu'est-ce qui vous attriste? Donc, les jeunes utilisaient ces manifestations faciales qu'on photographiait et ils l'interprétaient après en masque. Donc, à la fin, on a fait une expo à Georges d'Or. Puis c'était les familles, comment ils étaient fiers de leur enfant. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient rien accompli. Et sortir ces gens dans leur espace pour les amener au public, ça aussi, ça a été tout un travail. Donc, on a travaillé non seulement avec eux, mais avec leur famille. Donc, il fallait qu'un soutien de la famille qui accepte que les jeunes sortent, qui les accompagne au vernissage. Donc, ce bien-être-là, pour moi, l'art permet de l'obtenir parce que ça nous permet d'éveiller, comme elle disait, ouvrir des portes qu'on ignorait. Il y a des capacités que nous avons, seul un contexte de création nous permet de le développer ou d'y toucher. Pourquoi seul un contexte de création? Parce que c'est un espace du non-jugement, c'est un espace où on occupe nous-mêmes, c'est un espace qu'on habite et le regard de l'autre n'existe pas. Donc, parce qu'en société, c'est ce qui nous maintient parfois à faire certaines folies ou, exemple, si vous êtes dans le moto, vous avez envie de chanter, vous ne chanterez pas. Mais par contre, si vous êtes dans l'art, vous faites une performance, vous allez chanter n'importe où. Donc, c'est ça que l'art permet finalement, de prendre une posture qui te permette de faire, de devenir. Donc, c'est un espace privilégié. Lorsqu'on est artiste, on est capable de partager cet espace-là à d'autres et qu'eux-mêmes, ils y goûtent et plus tard, ils vont non seulement accomplir, mais ouvrir d'autres espaces à d'autres. Donc, c'est ce qui motive toute ma création. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ce don, mais qui n'arrivent pas à le... C'est pas important, c'est pas dans leur démarche, dans le fond, de le partager, de le faire vivre aux autres. Mais pour toi, c'est très important, la médiation culturelle. Oui, le partage est fondamental parce que l'objet d'art, ce n'est pas ce qui m'intéresse en soi, c'est la rencontre et surtout comment l'art doit être un outil de transformation. Qu'est-ce qu'on peut apporter avec une œuvre? C'est beau de faire une toile, j'ai rien contre, hein, je fais de la sculpture et tout autre objet, mais par contre, déposer une œuvre dans une galerie, c'est de la contemplation.
et faire une rencontre avec plein d'humains, c'est dans la transformation. Parce que là, eux, ils partagent l'expérience, c'est enrichissant. C'est aussi, il y a des apprentissages qui est en train de se faire, qui se transmettent. L'autre t'amène toujours ailleurs. C'est ça qui est important pour nous. Donc, ce qui fait que l'objectif artistique que j'ai, c'est difficile dans le sens, si on veut une carrière, t'as vu, moi, ça c'est arrivé pour moi, OK, tant mieux. Mais en soi, le bien-être, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir quelqu'un qui me dit « Ah, j'aurais jamais pu faire ça s'il n'y avait pas ce projet. » Les parents qui t'approchent de dire comment mon enfant est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça, l'art. L'art doit contribuer à ces transformations. On ne peut plus laisser aux hôpitaux, aux centres communautaires faire le travail, alors qu'on a un outil qui nous permet d'entrer partout. L'art, c'est une clé passe-partout. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser au bien-être de notre communauté? Le mot-clé, c'est aussi communauté, parce que quand j'ai discuté avec toi, Stanley, j'ai bien compris que pour toi, la santé, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose, c'est un bien collectif, là, comme on disait avec Hélène à propos de l'eau. Complètement. Si je ne suis pas bien, tu n'es pas. C'est chacun de nous. La santé, il faut le penser collectivement parce qu'on est une société. Mon bien-être a un impact sur mon voisin ou la personne avec qui je vais rentrer en contact à mon travail. Et en même temps, si je suis dépressif, ça aussi, ça va avoir le même impact à mon travail, auprès de mes enfants, ma famille, mes collègues. Donc, c'est ensemble qu'on doit repenser au bien-être collectif parce que c'est là la clé de la réussite sociale. On ne peut pas penser économiquement si socialement on n'est pas bien, on n'est pas en santé. C'est impossible parce que ça devient plus lourd. Donc, si on investissait davantage au bien-être de notre santé, parce qu'on guérit plutôt de prévenir à ce niveau-là, on attend qu'on soit au bout des burn-out, des dépressions pour faire « wow », on se réveille, vous voyez? Donc, le temps qu'on vit actuellement nous montre l'importance de l'art parce qu'on a eu accès à l'art. L'art a sauvé l'humanité actuellement. S'il n'y avait pas l'art, on a vu comment les gens chantaient, ils sortaient sous leur balcon. C'est ce qui nous restait comme espoir, comme vie ou échappatoire pour exister. Hein. C'est ce qui nous unissait dans le monde entier. Donc, ensemble, nous pouvons, si nous prenons le temps, comme elle disait, hein, ce n'est pas un spectacle, on doit prendre le temps, c'est du cas par cas. Parfois, il faut ça, faire du cas par cas. Il faut prendre le temps, on le sait que si on fait une action, oh ben, cette personne-là va pouvoir transmettre. C'est ce qui me motive à faire mon travail. Un jour, tu as rencontré, quand tu donnais une formation à l'université, une jeune fille. Est-ce que tu voudrais partager avec nous cette anecdote-là? Laquelle? Peux-tu me rappeler? Celle de cette jeune fille que tu avais transformée. Elle avait rempli un bien sûr, questionnaire. c'est tout nouveau. J'enseigne actuellement à l'université. Puis je me posais la question, pourquoi je suis là? Je ne me trouve pas un très bon enseignant ou ma méthodologie est complètement différente que les autres. Et je me suis dit, bon, pourquoi je suis ici? Je me questionnais. Et on a fait un exercice où j'ai posé la question aux étudiants, qu'est-ce que ça vous a apporté, cet exercice-là qu'on vient de faire? C'est des étudiants en deuxième, troisième cycle supérieur à l'université en histoire de l'art. Et la réponse du groupe était, je croyais que je me connaissais, que j'avais une identité. Finalement, je me rends compte que je n'ai pas d'identité, je fais toujours ce que les autres me demandent. Et là, ça m'a permis de comprendre que j'avais ma place au sein de l'académie et que cette approche-là que j'avais pouvait permettre aux autres d'avoir un espace où ils peuvent habiter et se questionner et de se réapproprier. C'est ce qu'on oublie finalement socialement. On agit, on est programmé à aller travailler et rentrer à la maison. On ne prend pas le temps pour nous-mêmes. Vous voyez, on ne prend pas le temps d'exister pour nous-mêmes. Ce n'est pas égoïste, mais le temps de se connecter avec soi-même, le temps d'accomplir un rêve, ce que j'appelle, que ce soit prendre un café tout seul en écoutant de la musique sans penser à rien. C'est ce qui est important. Donc, il y a comme une forme de...
dans ce que tu nous racontes, Stanley, c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi à quelque part, alors que tu es partout dans les musées du Québec, le Musée des Beaux-Arts, on entend parler de tes performances, on sait que ce que tu fais change des vies dans la vie des gens, finalement, avec qui tu interagis dans des ateliers. Elle vient d'où, cette brèche-là dans toi? Elle vient par la reconnaissance. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a mis la main. C'est le Conseil des arts. Moi, ma première bourse, pendant que j'avais rien, que des échecs avec toutes les demandes, que ce soit exposition. Et ma première bourse que j'ai eue m'a permis d'avoir confiance que j'avais un travail qui avait un sens. Et depuis, j'essaie de faire la même chose, être reconnaissant et partager ma vision de l'art et comment on peut arriver avec une pratique, changer les choses. Quand je parle de changement, il est toujours personnel, hein? C'est dans l'espace de jeu que je parle de changement, parce que c'est toi et moi ensemble, et si on est conscient de nos capacités, et ça va me permettre à comprendre toi aussi, et mes actions, ça se modifie, quoi. C'est dans ce sens, j'essaie de changer les choses socialement parlant. Euh, je pense que oui, j'ai une bonne carrière, mais je suis conscient que c'est éphémère. Donc, ce qui dure, c'est nos relations, c'est les rencontres finalement. Puis, ce qui me permet de partager le projet mondialisation, je pense que je vais mettre la vidéo si tu permets. Et en 2016, je crois, grâce au programme de médiation culturelle de la ville, j'ai réalisé un projet qui s'appelle Mondialisation avec les jeunes de la maison de Jonathan. C'est des jeunes décrocheurs. Il y a tout un programme d'activités sociales pour eux. Puis mon projet était sur l'environnement, le 7e continent. Et que quand je suis arrivé, les jeunes ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était. Aucunement. Donc, ce qui est intéressant, je leur ai dit, si vous ne savez pas c'est quoi le 7e continent, est-ce que ça fonctionne? Les images ne bougent plus. Non Les joies plus. de la technique en direct. Non, mais désolé. Ben, sinon, je mets la vidéo. Ah, OK, ça fonctionne. Bon. Alors, je reviens ici. Ce qui s'est produit avec ce projet de médiation sur le 7e continent, on parlait des déchets, comment les consommations, l'impact de nos consommations sur l'environnement. Alors, notre premier exercice, je leur ai donné, c'était de passer la semaine, ne rien jeter dans leur appartement. Donc, ils collectaient tous leurs déchets. Tout le long du projet, les jeunes faisaient ça, ils jetaient rien. Mais on a été voir dans la nature. On a été au parc Marie-Victorin, au bord de l'eau, nettoyer tous les objets que les gens qui vont pique-niquer abandonnaient derrière eux, pour qu'ils puissent comprendre concrètement ce que ça voulait dire, le 7e continent de déchets. Donc, on s'est mis à nettoyer le fleuve, tout le bord de l'eau, tout le groupe. Et on a pris ces déchets-là pour créer notre atelier. On a moulé tous les objets retrouvés. Donc, je vais vous laisser la vidéo après. Et tranquillement, on a fait une séance de photographie avec le moulage et tout, mais on a ramené une partie du... Donc, on a tout laissé là pour que d'autres personnes puissent le voir. Je vais mettre la vidéo de ce projet, si vous permettez. Pendant ce temps-là, je vais rappeler, Stanley, que si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent à la maison, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Stéphanie Lacaire et Marie vont me les transmettre. Merci. 4, 9. Tu peux me le dire? Tu peux me le dire? 3, 2, 8. Non, c'est 1. 1, 2, 9. 3, 2, 8. Je sens qu'on va changer un mot de passe à 4 heures cet après-midi. Excellent. C'est parti.
Donc, est-ce que tu peux nous résumer, en gros, Stanley, puisqu'on n'entendait pas le son, là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran présentement? Ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est l'atelier, les ateliers qu'on a donnés avec les jeunes de la maison de Jonathan. C'est du moulage, hein, tous les contenus plastiques ramassés, tout ce qu'eux-mêmes ils avaient collecté. Donc, on a utilisé ces plastiques-là pour les mouler, pour sortir des sculptures, parce qu'il y avait une exposition. Mais plus tard, on va faire aussi toute une série de photos avec ces déchets dont on a fait la scène. Toute la série de la scène, la fameuse scène avec le Christ et tout ça. Et la table, c'était les déchets. On avait tous des repas étalés devant nous, emballés de sacs de plastique. C'était important, le sac de plastique. Donc, vous voyez, là, on prépare la série de photos parce que du plastique, c'est omniprésent, omniscient partout dans notre société. Donc, c'était de reprendre, leur sensibiliser à leur manière de consommer et en même temps voir comment ils peuvent modifier. Donc, à chaque jour, à chaque semaine, je leur donnais, donc vous voyez les photos après qu'on a réalisées, il fallait qu'ils modifient un comportement de consommation. Donc, l'objectif final, c'était ça, finalement. Autant moi-même, parce qu'on voyait les déchets qu'on amenait semaine après semaine, et ça a été un travail collectif. Les parents se sont mis aussi à faire pareil. Donc, amener un sac à l'épicerie, essayer de faire des choix plus écologiques. Donc, c'était un projet très, très enrichissant parce que les gens ne connaissaient pas le 7e continent. Vous pouvez le chercher sur Internet, de plastique. Qu'est-ce que c'est, en fait, le 7e continent? C'est une espèce de mer C'est une espèce on dirait, un continent de plastique, de déchets qui se retrouve dans l'océan, qui fait, je crois, plus de 3 kilomètres de diamètre, mais c'est immensissime. C'est près de la Californie, mais vous allez trouver les infos sur Internet là-dessus. Donc, il y en a plusieurs maintenant de continents de déchets comme ça sur la planète. Donc, dans le fond, ce que tu nous expliques, Stanley, c'est qu'au-delà de la santé individuelle et collective dont on parlait tantôt, il y a aussi la santé de notre planète, hein, Bien sûr. sur laquelle on peut intervenir. Complètement. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est ça, tantôt quand je lisais ta biographie, dans ta présentation, là, il y avait repolitiser les personnes qui participent à ces ateliers-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Se repolitiser, selon moi, parce que il faut comprendre, c'est des longues réflexions dans ma pratique, dans le sens comment mon travail était perçu ou inaccepté. Donc, il aurait fallu que je revoie ma manière de penser et de mon travail. Ça a créé beaucoup, beaucoup de doutes, à savoir, est-ce que c'est bon, je fais quoi? Donc, pour moi, c'était de prendre possession de mes propres jugements sur ce que je fais et être capable de me le dire moi-même plutôt que l'autre, d'accepter ce que je fais par moi-même. Donc, finalement, c'est un pouvoir de décider par soi-même certaines choses. C'est ça, se repolitiser, parce que collectivement et individuellement, nous avons une responsabilité envers nous-mêmes et envers l'autre, et parfois on l'oublie. Donc, on va faire des choix souvent pour les autres, ce qui est bien aussi, mais parfois, s'oublier aussi, c'est une erreur. Donc, il faut repenser à ça, se positionner, être ancré en soi. Ça nous permet, c'est là l'espace de rencontre que j'essaie de créer, c'est l'autre face à lui-même, de se voir et d'accepter. C'est là que je pense qu'on commence à être dans une santé. On commence à être en santé parce qu'on commence à s'accepter et se voir et de dire oui, c'est ce que je suis. Et suite à ça, on va à la rencontre de l'autre. Donc, la rencontre de l'autre aussi, c'est une porte qui s'ouvre vers soi-même. Donc, c'est toujours le même canevas, je dirais. Parce que c'est sûr, toi et moi, nous avons les mêmes besoins qui sont fondamentaux, de base, vous voyez. Mais après, on va oublier, on va dire, oh, mais elle est une femme. Tout ça va rentrer en ligne de compte, c'est de la foutaise, finalement, tout ça. Mais si je te vois comme moi, je me vois dans une relation à part égale, oublie que tu es une femme. Donc, moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Je m'en fous du sexe, couleur de peau, d'où tu viens. Mais en tant qu'être humain, je suis convaincu, on veut la même chose, toi et moi. L'art sert à faire une passerelle. Exactement, complètement. Et
Ce qui est intéressant, c'est si l'art nous permet de juste ouvrir, j'ai beaucoup aimé quand elle a dit ça, d'ouvrir des portes. Mais ce n'est pas nous qui fermons ces portes-là. Une fois qu'on les a ouvertes, on a créé la rencontre, tout le monde ensemble, c'est chacun qui va décider. Est-ce que je la ferme? Est-ce que je continue? J'amène ça avec moi? Qu'est-ce que j'en fais? Et je pense que c'est super important en tant qu'artiste. Nous avons une influence sur les autres, c'est de bien l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil, cette clé qui ouvre toutes les portes? L'art doit absolument être engagé. Je ne peux pas dire ça comme affirmation, mais je peux dire que personnellement, dans ma pratique, oui, je m'engage dans ce que je fais en tant qu'artiste, oui. Oui, pour ma part. C'est sûr, ce qui est dans ma tête toujours, c'est la phrase d'un autre artiste que je reprends. L'artiste qui ne lutte pas dans son travail travaille contre l'art. Donc, du moment où on suit le courant quelque part, on n'est pas en train de créer de l'art. On est en train de plaire et faire ce qu'on attend de nous. Alors que qu'on lutte, c'est parce qu'on amène quelque chose qui, c'est pas seulement qui dérange, mais on n'arrive pas encore à saisir jusqu'à ce que ça devienne une mode. Puis on s'en approprie. Donc, je crois, oui, s'engager dans ce qu'on fait, la rencontre de ce que nous sommes, permet aussi ça, avoir cette endurance, je voudrais dire, parce que pour être artiste, ça prend beaucoup d'endurance, de résilience, de moments de solitude, comment jouer avec tout ça. On est des jongleurs. Tu sais, rien n'est stable finalement pour nous. C'est toujours l'ajustement à tous les jours, c'est toujours l'adaptation. Tu sais, il faut qu'on soit caméléon, je crois. Je ne connais pas d'artiste qui a une vie simple, tracée, puis c'est programmé, j'en connais aucun. Donc, mais on est quand même très chanceux. Hélène Ducharme, tantôt, parlait des problèmes de financement. Qu'est-ce que c'est pour toi les principaux écueils là, à la création Culture Santé? Bien, c'est sûr que l'enjeu, on disait ça, c'est le financement parce qu'il y a des projets, on ne peut pas donner de l'impact si on n'a pas les moyens. Vous voyez, ce n'est pas la même chose d'avoir 15 000 $, je disais, pour faire un projet que 1 000 $. Donc, ça fait qu'on rejoint moins de public, l'impact médiatique est moindre. Donc, le soutien financier est primordial à la réussite d'un bon projet. On peut avec peu le faire, mais on ne va pas rejoindre toute la masse de public qu'on souhaiterait avoir. Présentement, sur quoi travailles-tu cette nuit? Ouf! As-tu envie de nous en parler? Je travaille sur beaucoup de choses. Un des projets, je pense qu'on va parler à la prochaine rencontre, c'est un projet très important. C'est un autre projet de médiation sur la violence faite aux femmes qui s'appelle « Mon être n'est pas un territoire vacant ». Donc, de vraiment donner encore une ouverture pour ce que les femmes vont s'habiter. On sait que l'impact de cette violence-là sur elles, comment on arrive à les maîtriser jusqu'à ce qu'on arrive à faire des actions physiques. Donc, je travaille sur un projet comme ça et aussi en parlant de santé, sur la santé mentale dans le milieu de l'art, comment c'est un sujet tabou, qu'est-ce que vivent les artistes. Ça a quoi comme impact la précarité perpétuelle dans laquelle on est, mais est-ce que le milieu nous vient en aide? Quelles sont les choses qui sont mises en place pour aider les artistes dans leur détresse ou leur anxiété? Magnifique projet à suivre, assurément. Merci beaucoup, Stanley. Bien, merci à vous pour l'invitation. Je vais maintenant recevoir Carole Jones. Alors, juste le temps de changer avec près de l'ordinateur. L'ordinateur, finalement, mais non. Alors, Carole, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous de participer. Oui. Tu me remercies parce que je me souviens quand on a fait les discussions au téléphone, tu me disais c'est important, il faut qu'on en parle de la culture santé. Pourquoi est-ce que c'est si important? Ben, parce que, mon Dieu, c'est comme si un ne va pas sans l'autre. Hein? Vous l'avez nommé, c'est le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'environnement.
on a un corps, c'est notre incarnation et c'est notre responsabilité d'en prendre soin. Et puis, si on n'est pas en santé, on n'a pas un pouvoir d'agir, on n'a pas un pouvoir. Puis en même temps, la santé, c'est très large, tu sais, parce qu'il y en a qui sont. Est-ce qu'on a besoin d'être en santé à 100% pour pouvoir agir? Est-ce que tout être mérite de vivre dans sa dignité, avec dignité? Et de porter un regard sur sa santé. Fait que oui, on a besoin d'en parler tout le temps. Tout le temps. Ça commence comme ça. Ça commence comme Hein? ça. Pour Ouais. toi, ça a commencé comment, Carole, la culture santé? Oh, wow! Ben, tu l'as dit, je suis premièrement artiste en art vivant. Et ensuite de ça, je fais partie de la première cohorte de danse thérapeute au Canada. Et puis, j'ai commencé en 2014. Et puis, dès 2015, ma mère a reçu le diagnostic de Alzheimer, trouble neurocognitif. Et alors, je suis allée voir mon directeur. J'ai dit, directeur dans le programme en danse-thérapie, j'ai dit, écoute, il faut que je m'occupe de ma maman. On oublie les études. En plus de ça, j'ai quand même un certain âge. Alors, il faut vivre. Hein? Et puis, mon directeur a dit, qui est au Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens, a dit, non, tu n'abandonnes pas. Nous, on va t'accompagner. Nous, on va te soutenir dans ta démarche. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à m'occuper de ma maman, à étudier. Et puis, à un moment donné, ben, la maladie À progresser. a progressé, puis à danser, continuer à danser. Et puis, à un moment donné, c'est ça, la maladie évoluait. J'ai dû placer ma maman. J'aime pas le mot placer, mais bon, elle a dû aller vivre en résidence. Et puis, ma mère est infirmière. Et puis, elle ne se souvient pas de moi. Ah, c'est drôle, je parle d'elle au présent. Elle est décédée. Ma mère, à l'époque, ne se souvenait pas de moi en tant que danse-thérapeute. Hein? Elle n'avait pas conscience de ça, mais se souvenait de moi en tant que danseuse. Elle est allée voir la direction, puis elle a dit « Ma fille va nous faire danser ». Et puis là, j'ai commencé à danser avec ces personnes âgées. OK? Et c'est là que j'ai compris comment ma formation était ô combien utile. Parce que là, j'avais en face de moi des gens qui étaient à risque de tomber, qui avaient des conditions cardiaques, qui avaient des troubles cognitifs, qui avaient parfois des crises, des troubles de la parole. En tout cas, c'était... mais par le rythme, par la danse, par la musique, par l'échange, par les sourires, on se retrouvait, on dansait, on avait du plaisir. Ouais, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai accompagné ma maman, j'ai accompagné ces personnes-là. J'avais l'habitude de photographier aussi ma mère parce que pour lui dire, plein de photos, pour lui dire, regarde maman, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je lui ai dit, ah, OK. Hein? Fait que, et je me rendais compte que j'écrivais beaucoup. Et puis là, ça a comme donné lieu à une pièce. Et puis, ça s'appelle Marguerite et ses moments de lucidité. Mais avant cette pièce-là, il y a eu la médiation. Que j'ai été aidée par la ville, par le Bureau de la culture. Et puis, on a pu, ça a donné du financement, parce que là, j'ai pu attirer des musiciens, des jeunes, des plus vieux, toutes sortes de gens pour venir danser avec ces personnes. Ben, peut-être que c'est le bon moment pour présenter la quelques première images, vidéo. oui. Ouais. Volontiers, Oui. on va voir un extrait de Marguerite Ouais. et ses moments de lucidité. Oui. Quelle importance le temps qui nous reste
Nous aurons la chance de vieillir ensemble. Mon Dieu, me lève plus. Oui, c'est ça. Pendant qu'on jase, tiens, passez-vous donc le ballon, là, de une à l'autre. De une à l'autre, tranquillement, on se réchauffe. Attends, on va s'étirer un petit peu, on va se réveiller tout le corps. Oui, on va respirer. Alors, j'ai appelé le projet Marguerite et ses moments de lucidité. Ce projet-là s'adresse à des gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça rassemblait aussi les proches aidants et puis des intervenants de la santé, comme neuropsychologues, infirmières, travailleurs sociaux, et puis des danseurs, des musiciens. On a fait des ateliers, on a rencontré ces gens-là, on a dansé avec eux, et puis à force de pratiquer, à force d'échanger, est émergée la création. Ce projet-là a été initié par ma maman, qui elle-même est atteinte de la maladie. Et justement, en tant que danse-thérapeute en formation, je voulais trouver des trucs pour l'aider. Je sais qu'elle aime danser. Je sais ça. Et puis, je me dis, comment? Fait que, en dansant avec elle, en essayant toutes sortes de choses, des ateliers avec des thématiques, des ateliers où la musique évoquait des choses du passé, des accessoires, des foulards, des ballons. On a eu des beaux moments. Ouais. On a eu des beaux moments de lucidité même. Oui, c'est pour ça que ça s'est appelé finalement lucidité. Tu sais, que le mot lucide était important. Parce que la mémoire est toujours là. Mais elle est cachée en quelque part dans le cerveau. Et puis, on veut avoir accès à cette mémoire-là. Fait que ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est pouf! Mais ce qui s'est passé dans le passé, c'est là. C'est présent. Fait qu'on va par là ou par le concret et puis on a accès au moment présent. Des fois. C'est spectaculaire. C'est très émouvant de revoir votre maman, Carole, de revoir ta maman. Ça la fait revivre, hein? L'art permet ça aussi, hein? Oui. Tu les appelais tantôt toutes tes marguerites, hein? Les dames qui étaient là-dedans, Marguerite. Ouais. Ce sont des belles fleurs, des beaux moments. Oui, puis en même temps, je trouve que la fleur, tu sais, tu m'aimes pas, je m'aime pas. La mémoire qui s'effrite. Parce que, tu sais, j'ai dit, et ça c'était au début, hein, puis j'ai dit que la mémoire est toujours là, est toujours cachée, mais techniquement, organiquement, le cerveau rétrécit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et fait que c'est ça. Finalement, il y a juste le bouton. Hey, désolée. Ça fait du bien de partager des moments comme ça, d'émotions, des moments vrais. En même temps, je suis tellement
privilégiée d'avoir été accompagnée dans ce processus et d'avoir vécu ça avec ma maman C'est un bel... et toutes ces marguerites. C'est Marguerite et c'est Marguerite. Oui, Marguerite et c'est Marguerite. Dans le fond, ce que tu as de plus aussi avec l'art-thérapie, corrige-moi si je me trompe, mais tu as tout un volet scientifique puis un vocabulaire qui s'approche un peu de celui des médecins. Bien, en fait, c'est que je travaille beaucoup dans les institutions, les CHSLD, et puis en quelque part, c'est comme il faut développer ce langage-là pour pouvoir discuter avec les infirmières, le personnel médical en général, pour qu'on ait une reconnaissance, pour qu'ils disent « Ah, OK, les arts-thérapies, c'est pas rien, là. » Tu sais, il se passe quelque chose et puis c'est sérieux. On connaît le cerveau, on connaît les fonctions cognitives, l'affect, le social, bon, tout ça. Fait que oui, je le développe et je continue, puis en même temps, ça me fascine de voir ce cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une musique va réveiller un souvenir, un geste va réveiller un souvenir et il va y avoir un moment de lucidité. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une madame qui est assise et qui ne se passe rien, qui a les yeux fermés, qui est éteinte, elle entend une musique, je vais frotter son corps, la toucher, avec sa permission, bien sûr, et puis elle va se mettre à bouger, elle va se mettre à danser, elle va se mettre à s'éveiller, puis à être là. Fait que, donc, les arts-thérapies, en général, là, pas juste la danse, la musique, les arts visuels, remplacent la pilule, remplacent le médecin à un moment donné, à un moment, remplace, et puis il y a une complémentarité qui est importante, ouais, vraiment. Quand tu dis une complémentarité, tu veux dire entre... Entre le personnel médical, entre le milieu de la santé en général et les arts, tu sais, parce que comme je disais, les médecins, eux autres, c'est la pilule. Mais en fait, les nouvelles générations s'ouvrent de plus en plus. Il y a de plus en plus un dialogue. On reconnaît l'importance des arts, puis le bienfait aussi. Et puis, il y a des études, tu sais, parce que justement, tout le long, moi, je me suis questionnée quand je disais que je travaille avec des neuropsychologues. Où effectivement, là, on a mis des sondes là, sur les crânes, et puis on a calculé avant la danse et puis après la danse, puis on voit qu'il y a des régions du cerveau qui sont nettement stimulées, nettement éveillées, et que ça amène une synchronie, un équilibre, ouais, un mieux-être, un mieux-être. Puis aussi au niveau hormonal, ben il y a les sécrétions d'endorphines, la dopamine, au niveau neuronal, comme je viens de dire, au niveau physique, bien, tu sais, comme je disais, c'est notre corps, c'est là qu'est notre pouvoir d'agir. Puis quand je parle de corps, c'est la voix et puis l'esprit, tu sais. Un tout. Un tout, vraiment, un tout. Fait que on en prend soin. Puis quand on en prend soin, bien, on a un pouvoir d'agir. On a un pouvoir d'agir, ouais, sur notre corps. C'est notre responsabilité. Et puis, bien, quand on est plus vieux, bien, on agit sur, bon, les risques de chute, sur manger, juste lever son bras, là. Parler, dire au préposé ou au médecin, non, j'en veux pas de ça. Oui, ça, j'aime ça. Tu sais, on a un pouvoir. Et puis, ouais, voilà. Pour toi, autrement dit, ça permet de prolonger là, tout ce qui nous donne notre force puis le pouvoir sur nous-mêmes, sur la communication aussi. Oui, bien, c'est le maintien. C'est le maintien. Tu sais, quand on est jeune, on prend ça pour acquis. Et puis là, à un moment donné, c'est une machine. Ça s'effrite. Faut la huiler.
Tu sais, il faut huiler la machine, puis moi, je dis tant que le cœur bat. Tant que le cœur bat, il y a quelque chose à faire. Puis aussi, il faut comme convaincre les gens, les directions dans les institutions, dans les résidences pour personnes âgées. Il faut les convaincre de l'importance. Il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter. Faut, parce que aussi, si la direction arrête d'y croire, ben, les vieux, n'ayons pas peur des mots, les vieux, ils n'y croient pas. Tu sais, ça, comme ça les influence. Puis là, maintenant, ils disent « Ah non, je ne peux pas, j'ai mal. Ah non, moi, je dis « Ah non, tu peux bouger les doigts. On y va avec les doigts. Tu peux bouger les... » Tu sais, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis, je vous jure, ça n'arrête jamais tant que le cœur bat. Qui est un rythme aussi. Et qui est un rythme, oui. Ah, et ça me fait penser. Tu sais, je suis devenue spécialiste en musique corporelle. J'adore le rythme. J'ai même une maîtrise sur le rythme. Et puis, c'est fascinant. Tu sais, on marche. C'est binaire. C'est égal. Et même chez les vieux. Et puis, les vieux, ils aiment le folklore. Désolée si j'en blesse quelques-uns, mais les personnes âgées, elles aiment le rythme parce que ça a un lien probablement avec le cœur. En fait, c'est fondamental, le rythme. Fait que ça éveille tout le corps. Comme je disais tantôt, ça sécurise. Tu sais, à un moment donné, je travaille aussi avec d'autres populations et puis je travaillais avec un enfant qui était diagnostiqué hyperactif avec trouble de l'attention. Et puis on faisait des rythmes. Là, je dis, OK, dans 3, on arrête. 3, 2, 1. Madame, je suis capable de m'arrêter. Fait que c'était des enfants qui ont plus de difficultés à s'arrêter puis à faire de la musique. À suivre des conseils. Oui, voilà. Fait que c'est ça. C'est un peu magique, la façon que tu nous le décris. On parlait d'hormones du bonheur tantôt, là. Oui. Ben, c'est un peu magique, mais ça ne l'est pas du tout, là. C'est très scientifique. C'est fondamental. Tu sais, le rythme, si je l'ai dit tantôt, on l'a dans le cœur, excusez le micro, on l'a dans le cœur, la respiration qui est en 3 temps, la marche qui est binaire, le cerveau qui est polyrythmique, il y en a plein. Et en faisant du rythme, ben, on danse sur le rythme, ça nous tient, ça nous organise, c'est ludique. Et puis, en même temps, ben, il y a une fonction significative aussi. Tu sais, si je fais un gros son, ben, ça veut dire quelque chose. Si je suis plus douce, ça veut dire autre chose. Si je parle vite, c'est tout des différents rythmes. Tu travailles sur quoi présentement? Je travaille sur quelque chose que j'ai appelé identité protégée. Je travaille avec les jeunes sur le sextage. Je vais travailler en centre jeunesse, l'exploitation sexuelle. Je travaille aussi avec, sur la diversité. L'inclusion, c'est un mot à la mode, mais c'est important. On fait un spectacle qui s'appelle Potluck, Potlatch. Et bien ça c'est nouveau. Ça, on a eu 3 semaines d'ouverture en 2020. On a fait ce show-là rapidement. Et puis là, j'aimerais ça le reprendre parce qu'il y a une détresse parfois quand on arrive d'un autre pays, d'une autre culture et qu'on est confronté à cette nouvelle culture. Avant de passer à ta dernière vidéo, Carole, on a une question pour toi qui nous vient du public. Ah, OK. Merci. Oui, donc la question pour Carole, donc ça peut être aussi pour Hélène et Stanley. Donc, il y a Jessica qui aimerait savoir, c'est vous qui avez choisi les milieux pour vos projets.
pour les projets Culture Santé. Exemple, la Petite Échelle, la Maison de Jonathan, ça peut être la Société de schizophrénie, la Société, je m'excuse, au niveau de l'Alzheimer. Donc, pour vos superbes projets, où c'est eux qui sont venus vers vous? Donc, peut-être en premier, la question à Carole. Alors, comment tu es rentrée en contact avec les organismes avec qui tu travailles pour tes différents projets? Ben, je l'ai mentionné un petit peu, c'est à travers ma maman. Et puis, j'ai intéressé, la vidéo que vous avez vue, ça se passe à la résidence de Longueuil. Donc, c'est là où elle était. Et puis, il y a eu des ateliers qui ont été faits à la Société Alzheimer. Mais c'est moi qui les ai approchés. Parce que moi, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de savoir c'était quoi cette maladie-là. Donc, j'ai appelé la Société Alzheimer et ils m'ont donné de l'aide. Puis en même temps, j'ai dit, ah voici, peut-être que ça peut vous intéresser, effectivement. Merci, Carole. Peut-être Hélène, est-ce que tu voudrais répondre à Moi, Jessica? au début, quand j'ai découvert, on va attendre le son. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, Petite Échelle, c'est vraiment le Bureau de la culture de Longueuil qui m'a mis en contact avec Petite Échelle. Ils savaient que ça existait, je ne savais pas que ça existait. Mais après, c'est moi-même qui ai fait les contacts avec l'école Bel Essor, où ils ont des classes spécialisées avec des enfants TSA en situation de polyhandicap. Même chose, on est allé à l'école à Châteauguay. On s'est mis à chercher par nous-mêmes, l'équipe de Motus, où sont ces classes-là, comment on peut les aborder, parce qu'eux ne pouvaient pas dire on va appeler le Théâtre Motus faire des ateliers. Donc, c'est vraiment en jasant, mais le Bureau de la culture a vraiment été aidant à ce niveau-là. Je dois l'avouer, vraiment, c'était super. De dire, avez-vous pensé à... Puis ça, mais après, là, on fait le contact, puis c'est nous-mêmes, chacun, qui vendons notre projet. C'est comme une étincelle. Merci. Ah oui. Merci, Hélène. Stanley, est-ce que tu veux répondre à Jessica aussi? Ben, c'est à peu près la même chose, hein. C'est le sujet qu'on traite qui nous oriente vers l'organisme qui répond le mieux au projet qu'on veut développer. Donc, finalement, c'est moi qui ai fait les démarches, un peu comme tout le monde. Mais c'est sûr, la ville nous oriente parce qu'ils ont une liste des organismes communautaires qui nous donnent accès. Mais la démarche, c'est nous qui la faisons. Merci, Stanley. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait peut-être regarder ta dernière vidéo en terminant, Carole, si tu veux. OK, un autre moment. Un autre moment émotif. émouvant. L'art, ça fait ça aussi. Oui. Avant de mourir, mon mari m'a demandé de lui chanter cette chanson-là, qui a l'importance autant qu'il nous laisse, sur la chance de vieillir ensemble. Mais il est décédé, il a pu vieillir longtemps avec moi. Voyez mon corps, je cherche mes ailes. Voyez mon amour frêle, immense, vide, tout s'envole. S'abat sur un inconnu rivage, fouetté par un vent sans âge. Mon Dieu me l'a Rendez-moi mes images. Rendez-moi mes images.
Merci pour cette belle capsule. Carole, je vais la laisser se remettre de ses émotions parce qu'on a vu non seulement sa maman s'amuse, mais on a vu aussi son papa musicien dans cette vidéo. Alors, on va maintenant se retrouver pour une plénière, une table ronde. Hein. On va parler un peu de comment ça nous a bouleversé, la COVID, comment ça s'est passé pour nous. Vous savez, on dit souvent que ceux qui sont assez vieux pour se rappeler savent toujours qu'est-ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris la mort de John Kennedy. On sait que c'est la même chose pour l'épisode du 11 septembre 2001. Et j'ai comme une petite idée que ça va nous avoir marqué aussi ce fameux 13 mars 2020, n'est-ce pas? Alors vous savez évidemment qu'est-ce que ça a changé dans vos vies d'artistes? Je commence avec toi, Stanley, là. Ce grand confinement. Je crois que ça a changé peut-être 3 choses que Carol Jones a mentionné, les 3 points. Le prendre soin, le rôle de l'artiste dans la société. Donc, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ça, de son importance. On n'est pas juste l'idée qu'on a de l'artiste avant, là, c'est quelqu'un bohémien qui perd son temps, mais on joue un rôle social très important dans la santé de la société, le prendre soin et la reconnaissance, de reconnaître notre contribution. Je crois que les villes doivent reconnaître, tu as parlé de reconnaissance, hein. Puis l'autre point que tu as dit aussi, juste qu'il y a un battement, c'est le corps, ce territoire, de comprendre comment on travaille avec ce territoire qui sont les gens. Je pense que c'est ce que le COVID a amené davantage pour moi, le changement, je pense, qui est venu pour moi en tant qu'artiste, la reconnaissance, la valorisation du travail qu'on fait sur le terrain. On a compris que c'était nécessaire d'avoir les artistes. Wow. Tu es d'accord avec ça, Hélène? Oui, c'est bien dit, vraiment. Qu'est-ce qu'on a appris? On nous pose cette question-là tout le temps. Je pense que j'étais tellement dans l'action, la tournée partout, que ce stop-là, pour moi, ça a été comment faire vivre les artistes, comment donner. On dirait que ça a été un autre je vais bouger par en dedans. Puis là, de trouver tous les moyens. Je pense que le mot qui me vient, c'est l'adaptation. Demander à toutes mes équipes comment on peut s'adapter pour continuer à avoir une action sur le territoire. Puis ce projet-là que j'avais avec les enfants TSA, je me disais, mais je ne pourrais plus y aller. Je ne suis que contagieuse. Mon équipe que j'amène n'est que virus. Comment on ne veut pas, ils ont une santé fragile. Puis là, d'entendre, ben OK, là, il faut mettre des lunettes, il faut mettre un masque, il faut les gels, il faut tout adapter le spectacle. On a fait, oui, sinon, on n'en sortira pas. On ne pouvait pas rester là et dire, ben, dans 1 an et demi ou 2 ou 3 ou 4, on pourra peut-être jouer pas masqué, pas à distance, pas. Fait que c'est comme de dire, ben voici les nouvelles contraintes. On disait tout le temps comme artiste avant, je disais tout le temps, ah, les contraintes ne sont que plus belles à nous pousser à la créativité. Ben, je pense que ces contraintes-là, il fallait que ça nous pousse à une créativité, sinon, ça ne faisait que nous tuer en dedans. Ce n'était qu'un coup de couteau. Chaque chose, c'était tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus. Fait que là, tu prends tout ce que tu peux plus, puis tu dis, bien, il paraît que c'est ma force comme artiste d'en faire quelque chose de plus. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pas évident. D'accord avec tout ça? Complètement. Complètement. Comment tu as vécu ça, Carole? Eh mon Dieu, tu veux que je pleure encore? Oui, parce que là, on vient d'entendre des aspects un peu plus positifs quand même, mais il y a eu aussi des aspects très négatifs. OK, moi, j'étais en répétition le 12 mars, le 13, OK, on arrête. Le 19 mars, les proches aidants. Oui. Les proches aidants sortent des résidences. Oh my God, j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie, puis j'ai cherché par tous les moyens de rentrer en contact avec ma mère. J'ai appelé. Et finalement, une préposée
ensemble. Là. Tu sais, on s'est fait des FaceTime, fait que j'ai continué à danser avec ma mère. On a découvert Zoom. Et puis, mais ça a été quelque chose. Tu sais, ma mère, c'est une femme qui est coquette, vous l'avez vu. Elle me regardait sur Zoom, puis là, elle était là. Comment ça se fait? Parce que là, il n'y avait plus de soins, là. Tu sais, c'est comme... Ah, moi, c'est peut-être pas l'endroit pour le faire, là, mais je trouve que ce qu'on a fait avec nos personnes âgées, mon Dieu, qu'il faut... je ne suis pas certaine. Il va y avoir un grand deuil à faire là-dessus, une grande analyse aussi. Ah oui. On n'a pas fini d'en parler, puis bon, ben, je m'occupe de moi-même avant de m'occuper de ce grand dossier, mais c'est un grand dossier, puis parce que c'est ça. Ça a été une grande prise de conscience de la société de dire, mais voyons donc, qu'est-ce qu'on fait à nos aînés? C'est quoi ça? On dirait que tout le monde a fait... Puis ceux que... moi aussi, j'ai une amie qui avait sa maman dans un centre et tout à coup, de prendre conscience de l'impact de chaque chose qu'on faisait pas. Moi, je me disais, mais je vais me rendre, je vais y aller, je vais faire de... Oui. Quand la force de la danse et de la musique et des arts, quand je suis retournée, avant la deuxième vague, quand je suis retournée en juin, mais la deuxième vague, ils n'ont pas fermé la porte aux proches aidants. Mais quand je suis retournée, je vais le dire, il y a un monsieur qui m'a regardée et il a dit « Hé, la personne qui nous fait chanter et danser. » Puis là, il s'était passé peut-être quoi, un mois et demi, là. Fait que c'est fort. Fait que c'est fort. C'était la preuve, là. J'ai fait, ben oui, je reviens. Mais j'avais que le droit de voir ma mère. Je n'avais pas le droit de le voir, lui. C'est ça. Annie parlait tantôt de repolitiser le monde, là. Mais c'est difficile, je suppose, pour des créateurs de se dire, bon, là, personne n'est descendu dans la rue avec des pancartes pour se plaindre que les personnes âgées, il y avait du laisser-aller ou peu importe. Vous, en tant qu'artiste, là, votre révolte, elle se passe comment? Vas-y. Parce que je ne suis pas dans la révolte. Pour moi, il y a deux choses. Je suis plutôt dans la rébellion. Pour moi, il y a une distinction entre les deux. C'est comme mettre le feu fort à quelque chose qui bouille et quelque chose qui mijote. Mes actions artistiques, ce sont de mijotage, ça mijote. Je pense que le repolitiser, c'est notre responsabilité parce que c'est étrange, l'humain. Vous voyez, il y a un incident qui arrive, là, on sensibilise et après, on oublie. On recommence le même rythme. On parlait de rythme. C'est notre rythme de vie qu'il faut freiner. Donc, si on veut vraiment prendre soin de l'autre, nous ne pouvons pas aller à la vitesse éclair. Parce que prendre soin, ça signifie être en pause. Ça signifie, comme là, on a pris du temps pour parler de santé. On est en train de prendre soin là, de réfléchir à ces sujets-là. Comment on fait pour mieux qu'il y ait un bien-être dans notre société socialement? Et l'exemple que j'adore dans ce que tu fais au niveau théâtre ou elle, parce que c'est tous des lieux lents. Une personne âgée a un rythme lent. Ils ont un rythme lent pour faire. Donc, c'est ça qu'on a oublié, le temps de vivre, de ralentir. Donc, je pense que se repolitiser, c'est de se donner du temps. C'est ça aussi. Une fois que tu te donnes, tu as plus de temps de réfléchir pour comprendre. Je pense que c'est ce qui est arrivé pour qu'on a compris les personnes, la situation. On ne pouvait plus aller travailler. On avait du temps. Tout le monde avait du temps pour réfléchir, pour revoir comment on vit. Maintenant, on fait quoi maintenant après le post-COVID avec ça? Est-ce que ces avantages-là vont rester? Est-ce que notre rapport au temps va changer? C'est ça la question aussi. Forcément, la vie va trop vite. Forcément, il faut toujours la ralentir. Je pense que même si on a eu une sensation que ça ralentissait, je n'ai jamais autant travaillé. Puis quand je parle à tous les artistes autour de moi, tout le monde dit qu'ils n'ont jamais autant travaillé. C'est le ralenti, il faut que ce soit une volonté vraiment
tout dépendant à qui on s'adresse, parce que ralenti, c'est une question de rythme. Hein. Comme Carole, tu parlais tout à l'heure, c'est très vrai. C'est connecté au cœur, mais le cœur peut battre plus vite, puis le rythme peut augmenter, puis on peut le soutenir. Ce qu'il faut, c'est de respecter qu'il y a un corps qui suit, puis il ne faut pas l'essouffler. On a le goût des fois que ça aille plus vite. On ne veut pas toujours que ce soit lent, mais c'est plus la progression puis l'accompagnement. Mais quand j'entends repolitiser, moi, j'entends beaucoup théâtre d'intervention sociale. Puis c'est quelque chose qu'à un moment donné, on a mis de côté, puis on jugeait, puis comme si c'était pas les artistes font de l'art, puis que les intervenants ou les autres fassent ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'on est revenu à un mariage de tout ça, qu'on est revenu à un dialogue, à une ouverture vers le milieu de la santé, vers le milieu de l'éducation, qu'on a le goût de ce dialogue-là et de justement avoir à nouveau des discours politiques ou des positions, mais qu'on va prendre par le volet de l'art pour accompagner cette pensée-là. Puis j'ai l'impression que chaque geste dans ce que j'entendais est un geste qu'on peut dire politique. Des fois, on a peur de nommer ce mot-là, mais qui est un geste politique parce qu'on a une position en tant qu'artiste, on a un point de vue, puis on est en train de le partager. Donc, forcément, il faut accepter qu'on prend une position. C'est très intéressant ce que tu dis, Hélène, parce que quand j'ai fait ma recherche, dont Stéphanie Lacaire nous parlait tantôt, j'ai eu deux sortes de réponses. Il y a des gens qui ont dit l'art pour l'art, laisser aller les créateurs, puis il ne faut pas instrumentaliser l'art. Alors que d'autres disaient, bien, c'est pas vrai, l'artiste crée à partir justement d'un besoin de la société. Vous, votre point de vue là-dessus, il semble assez clair, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que je vous ai mal lu? Je vais vous laisser répondre. Là. Moi, c'est ma réponse. Toi, j'ai compris, Carole, que c'était comme des vases communicants. Oui. Oui. Entre art et santé, entre art et éducation, entre art... Oui, il faut que ce soit des vases communicants et qu'il y ait une entente, une écoute, un respect, une reconnaissance. Je veux dire le mot responsable. Il y a une responsabilisation par rapport à un public ou à des êtres humains qu'on aborde. Il faut être responsable de ce qu'on apporte. Oui. Parce que des fois, ça a un impact plus grand qu'on le voudrait. À un niveau psychologique, profond, neurologique, il faut vraiment l'aborder. Le respect, merci, très vrai. Mais le respect aussi de ses limites. Ça, je ne suis pas capable. Être capable de le nommer, j'ai besoin d'aide. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, venez m'aider tellement. Il y a tellement de monde qui ont une expertise autre et plus différente. Bien, venez m'aider. Ça, je ne sais pas quoi faire, puis je respecte, puis je suis responsable de ce que j'amène à cet enfant-là. Je ne veux pas le désorganiser, puis faire arrangez-vous, c'est pas grave. Je ne suis pas capable. Stanley, te sens-tu des fois instrumentalisé quand tu fais de la médiation? Non, parce que c'est des projets que je fais par choix. Donc, c'est des projets que je mets en place par des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. Puis, c'est d'amener mon opinion, ma vision sur ces sujets-là. Mais je ne crois pas que l'artiste crée pour l'art. Je pense qu'on est tous témoins de notre époque. Nous vivons dans cette société. Ce qui arrive influence ma création, ma créativité. Donc, ce qui fait que je pense que l'artiste répond socialement à des événements dont lui-même en est pas victime, mais dans un moule auquel il est pris lui-même, là, il essaie de nager. Le fait qu'il est artiste, il crée, il essaie de trouver d'autres moyens que les autres ont. Hein. C'est juste parce qu'ils les oublient. Une fois qu'on leur permet de créer, eux aussi, ils vont trouver des moyens créatifs pour échapper au système. Je pense que c'est ça que l'artiste fait. Mais créer pour l'art, ce serait quoi? Ça veut dire quoi, créer pour l'art? Puis c'est important ce que tu viens de dire au niveau de politique et d'engagement, de responsabilité de soi. C'est ça qu'on a souvent peur parce qu'on a peur d'être étiqueté. Moi, pendant longtemps, on m'a dit c'est un travail politique, trop social, trop si. Mais je me demandais en quoi que j'étais trop si. Si bien que je faisais juste ce que j'avais envie de faire. C'est un engagement finalement. Du moment que tu t'engages dans quelque chose, tu deviens complètement politique. Sauf qu'aux différences des politiciens, notre engagement n'est pas avec des promesses au bout. Vous voyez? Notre engagement, notre acte politique
est dans des idéologies sociales dans lesquelles on croit et un regard sur la société qu'on amène pour qu'on puisse voir autrement. Comme ta vidéo m'a permis de voir ces enfants autrement. Je n'avais jamais vu ça, tu vois. Je n'avais jamais vu des enfants atteints de ce genre de maladie en action comme ça. Vous voyez, c'est ça, nous, on fait. Amener un autre regard, montrer qu'il peut être autre chose. Ces enfants-là ne sont pas que des enfants malades ou avec des troubles. C'est super. Ou toi, avec les personnes âgées, ils ne sont pas juste là à s'asseoir, à regarder le temps qui s'écoule. Il y a un tic-tac dans ta vidéo, tu vois? Le temps qui est long, qui s'écoule. Mais non, si on en prend soin comme tu fais, ils peuvent accomplir des choses. Mais je retiens beaucoup ton truc, aussi longtemps que le cœur bat, il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est ce que je vais retenir. C'est un autre truc qui va faire partie de mon cheminement en tant que personne, cette phrase-là. C'est bien, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous vous influencez beaucoup aussi les uns les autres. Vous vous inspirez les uns les autres. C'est des projets inspirants, c'est incroyable. C'est des gens complètement différents, mais des êtres humains, comme c'est toi qui le disais tout à l'heure, avec les mêmes besoins à la base. À la base. C'est beau. Oui, vraiment, merci. Oui, tu sais, si on les met sur scène, on voit, on regarde, on voit les différences. Si on les met dans un contexte d'art, on ne voit plus les différences. C'est quand même... Waouh, si on arrive à ça, c'est beau. On voudrait bien. Hein? Hélène, il y a quelque chose aussi que dont tu m'avais parlé, que j'ai trouvé très intéressant. Puis c'était un des aspects positifs de la COVID, tout à fait inattendu, quand tu me parlais d'arriver masqué, ce que ça pouvait avoir pour les enfants. Mais au début, je me disais, les enfants vont être traumatisés de tout nous voir cachés comme ça, avec des grands yeux qui essayent de tout dire, puis de visage. Puis au contraire, avec les enfants TSA, en tout cas, c'est tellement difficile de lire un visage humain que tout à coup, ils ont au moins juste les yeux à lire. Ça, on dirait que ça calme un peu l'espèce de « regarde-moi, je suis là, puis on veut trop, on veut tellement, c'est incroyable. Moi, je suis hyper expressive. » On dirait que ça calme un peu, puis ça ramène plus neutre parce que tout ne se passe pas dans le regard. Tout se passe plus dans l'énergie, vraiment l'espace entre les deux corps, là, quand on parle de danse, de rythme et de l'espace entre les deux corps, c'est là que ça se passe. Donc, ça permettait ça. C'était pas un obstacle. Puis c'était une grande surprise contre toute attente, finalement. Ah ben oui. Puis après aussi, c'est qu'ils sont tellement habitués. C'est des enfants qui ont... Tous les êtres humains se sont tellement habitués rapidement. Je veux dire, moi, j'avais tourné en Chine avant, puis on voyait les gens masqués partout avec des masques comme ça. Puis je me disais, ah, mon Dieu, si c'était chez nous, comment on ferait? Eh bien, on est rendu là. Ça n'a pas pris grand temps, puis c'est ça maintenant, puis on trouve plus ça bizarre. Ailleurs que les masques aussi, il y avait la désinfection des mains, Ouais. vu que tu travaillais avec des enfants, entre autres, Oui. polyhandicapés. Oui, mais ils ont une fragilité de santé. Je trouve que c'est même très bien là, qu'on fasse ça maintenant. On a intégré au spectacle, ils ont toutes leurs petites bouteilles, désinfectent avant de donner, reprend je pense pas que ça arrête ça. Avec des enfants qui ont une santé fragile, on l'a vu, c'est peut-être dommage, mais en même temps, écoute, si c'est une façon de faire qui fait qu'on va moins leur transmettre toutes sortes de choses, moi, je suis prête à le faire. Il y a des choses qui vont rester, des choses positives. J'espère que le temps et notre façon d'appréhender le temps va aussi en faire partie. Et toi, Carole, est-ce qu'il y a des choses qui sont avérées, que tu voudrais voir continuer? Par exemple, tu me disais que pour toi, quand le confinement est arrivé, ça t'a fait du bien de pouvoir prendre une pause parce que tu étais toujours au travail. Oui, bien, ça m'a pris un certain temps avant de m'en rendre compte. Mais oui, ça a pris... Mon Dieu, c'est complexe, cette question. J'ai dû m'adapter, j'ai travaillé beaucoup. En même temps, j'ai profité du repos. Oui, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de travailler, d'aider, d'être là. Et puis là, j'étais avec moi-même. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a dérangé beaucoup dans ça et que j'aimerais qu'on se questionne. Mais Stanley, tu en as parlé un peu. L'utilisation du plastique à outrance, la pollution, comment COVID a exacerbé ce problème. Et
Ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est le confinement. Bien, il y a des personnes qui ont été confinées, 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 confinées. Et trop, et qui en sont morts. Ouais. Tu me parlais aussi De féminicide, je parle de ça. entre autres. Puis d'ailleurs, Stanley va travailler sur Oui, c'est ça. ce Ouais. projet-là. Et ça, à chaque fois qu'on entendait cette nouvelle-là, puis il y avait des enfants qui... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait déconfiner. Mais en tout cas, moi, ça, ces questions-là, je les trouvais un petit peu moins positives. Ou, si on veut que ça soit positif, ben, peut-être justement que ça nous a obligés à voir ces problèmes-là. Parce qu'il était là avant. Parce qu'ils étaient là avant. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis, il faut aider, il faut intervenir. Mais la question du plastique, il y avait quand même eu des avancées là, qui étaient faites. Là, on dirait que c'est comme une danse, là, Carole, Ouais. permets-moi. On a reculé, là. Tu sais, on avait fait quelques pas quand même. Oui, mais ce qui est intéressant, oui, on avait fait quelques pas, mais on ne le voyait pas. La raison qu'on sait que le plastique est encore là, c'est parce que tout le monde s'est mis à commander en ligne. Et toutes ces commandes viennent dans des boîtes, et dans ces boîtes, tout est plastifié. Oui. Donc, finalement, là, c'est l'usage qu'on a fait. Parce que nous, en tant qu'humains, comme société, ceux qui nous gèrent, ils nous dupent. Donc, ce n'est pas en amenant mon sac à l'épicerie qui règle le problème. C'est que tout ce que j'achète à l'épicerie est encore emballé avec du plastique et que j'oublie. Et que moi, en ayant mon sac, je suis conscient que je fais une bonne action. Mais je continue à consommer tout ce qui est plastifié pareil. Vous voyez? On détourne toujours le problème. Donc, c'est là ce qui fait qu'on s'est retrouvés maintenant. Tout le monde a commandé tout en ligne. Là, tout est emballé. Tu te rends compte, wow, je suis rempli de plastique. Tu vois? Et socialement, c'est le temps qu'on a. C'est sûr que le rythme, je pense fondamentalement, si on prend le temps, on peut changer les choses parce qu'on va dans les solutions trop rapides. C'est sûr, faire un spectacle comme tu fais pour enfants, ce n'est pas la même chose pour un public, monsieur, madame, tout le monde. Tu aurais mis moins de temps. Il y a plein de préoccupations qu'il n'y a pas. Tu sais, le cas par cas, l'approche, comment prendre soin de ses enfants, les pas contaminés. Parce que là, ils sont sur scène avec toi, alors que le public, il est à combien de mètres? Il est loin, tu n'as pas à te préoccuper pour sa santé. C'est plus de temps. C'est ce qui te permet de mettre en place d'autres moyens, d'autres systèmes. Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on revoie fondamentalement notre manière d'usage du temps. Puis il y a aussi la reconnaissance aussi, je pense, c'est important de reconnaître parce que au niveau, moi, je suis très content d'avoir une double, triple culture parce que dans ma culture, une personne âgée ou une aînée, oublie ça, là, c'est fondamental chez nous parce que c'est les grands-parents qui élèvent les enfants. Ça joue un rôle important. On ne peut pas en placer un. Ce n'est pas possible. Tu sais, même il y a une réticence, même pour ma communauté qui vit ici. Il y a une réticence. Tu parles de ta communauté, tu parles de... L'haïtienne qui vit ici, il y a une réticence à vouloir mettre ses parents. Parce que chez nous, nos parents nous ont élevés dans notre culture, d'autres cultures. Il faut qu'on prenne soin. Parce que c'est eux qui nous ont pris soin de nous. Il est impensable de ne pas assumer cette responsabilité envers nos parents. De réagir qu'ici aussi, on ne veut pas s'en débarrasser. Hein. On peut parler de ceux qui, souvent, on met en avant ceux qui ne veulent pas s'occuper de leurs parents, mais il y en a beaucoup qui veulent. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un soutien du gouvernement pour les garder chez nous, parce qu'à un moment donné, c'est que ça arrive à un niveau où ils ont des besoins spécialisés qu'on n'est pas capable d'offrir. Et si on peut les garder chez nous, puis soutenir, puis être avec eux, c'est ce qu'on veut le plus. Moi, autour de moi, fondamentalement, je ne suis pas capable d'entendre que dans ma culture, on veut placer les gens. C'est pas vrai. Mais on arrive à un niveau où des fois, on est obligé. Et là, c'est des deuils, puis c'est pas facile. J'en suis conscient. J'ai travaillé dans le milieu pendant des années. J'en suis conscient que oui, il y a certaines personnes, mais si on regarde la population, parce qu'il faut être conscient au niveau
socialement, comment on est. C'est sûr qu'il y a des individus, il y a des cas, mais socialement, c'est pas ce qu'on fait. Je pense que le COVID va nous permettre encore de revoir ça, de comprendre nos aînés, de mieux comprendre leur rôle, de mieux comprendre comment on peut les intégrer davantage à la société. Voyez? Parce qu'il y en a, oui, qui sont capables d'être fonctionnels encore, qui ont un bagage à apporter. Puis à ce moment-là, si on place, excuse-moi, mais si on... Non, on n'aime pas S'il y a les institutions, ben, il faut que les institutions soient plus inclusives. Et plus humaines. Et plus humaines. Et il y a probablement une volonté, mais encore là... il faut des moyens. Oui, mais j'ai déjà entendu non, je ne veux pas faire venir des jeunes parce que tout à coup que les jeunes se mettent à voler les plus vieux. Je dis, voyons donc, tu sais. Bon, ça, c'est un cas, là, c'est sûr, mais tu sais, qu'il y ait des repas partagés, que ce soit inclusif, que la porte soit ouverte. Je pense que quelque chose qui est peut-être que je trouve important de nommer, c'est peut-être pour les enfants TSA ou en situation de polyhandicap, en support ou familles qui veulent travailler, jeunes familles et tout, et poursuivre. C'est très lourd, c'est difficile. J'ai vraiment pris conscience de comment ça peut être très difficile sur le couple, sur la famille, qui a aussi des enfants neurotypiques. Je pense que là-dessus, les écoles spécialisées qu'on a, les centres de répit, ça, c'est un soutien à la société qu'on a qui est magnifique, que dans d'autres pays voudraient avoir, que parfois les enfants restent à la maison, dans la chambre, toujours ne bougent pas, puis ils n'ont pas les ressources. Je crois que parfois, les institutions peuvent amener des ressources, un dynamisme et tout, et des spécialistes qui sont dévoués, humains, que moi, j'ai remarqué, en tout cas, des services extraordinaires qu'on peut offrir à nos enfants. Ça, je tiens à le reconnaître. C'est l'équilibre entre les deux. Puis, si on choisit de les garder à la maison, qu'on ait le soutien. Oui. Une dernière question, en quelques mots, s'il vous plaît, avant que nous concluions cette belle rencontre. En tant qu'artiste, là, ça va être quoi votre avant-après pour vous, la COVID? Qu'est-ce que ça leur a changé? Je commence avec toi, Hélène. Bien, avant, c'est une course folle, extérieure à travers le monde. Puis après, bien, c'est comme un questionnement sur comment redonner tout ça le plus possible. On dirait que je suis plus dans comment je peux faire travailler plus de monde, donner plus d'impact surtout que moi, je vais bouger. Je voudrais que ça amène à bouger sans que moi, je me déplace. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Stanley? Ben, ça change tout, mon rapport à l'art complètement, parce que là, je pense que les gens vont avoir beaucoup de soutien psychologique, beaucoup d'aides qui doivent être mises en place. Donc, comment être disponible et disposé à l'écoute, parce que je suis dans un milieu où on est déjà très sensible, hein, le milieu artistique, puis c'est aussi de prendre le temps, même si j'en ai vraiment pas beaucoup, de prendre le temps pour moi aussi, de me reposer. Là, c'est sûr, c'est dur, très dur à faire lorsqu'on est hyperactif. Mais je pense qu'avant le COVID, je voulais à 100 000 à l'heure, beaucoup de voyages aussi. Mais là, je pense qu'il y a un stop de voyage que je fais, puis je vais continuer encore, je crois, à faire au moins un voyage par année plutôt que plus. Puis aussi de revoir comment encore on peut rassembler davantage de personnes autour du dialogue, du changement, l'échange, des projets plus participatifs. Merci, Sandy. Carole, le mot de la fin? Non. Je me demandais comment j'allais terminer Marguerite. COVID m'a convaincue de la nécessité de porter ce spectacle et de continuer à en parler, à inclure les personnes âgées, les vieux, les jeunes, tout le monde, les neurotypiques, tout le monde. Multiculturel, à tout oui. Puis oui, la diversité, voilà. Oui.
Voilà. Ben, c'est déjà le temps de vous remercier, vous à la maison. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et je remercie bien évidemment les artistes qui si généreusement nous ont partagé leur vécu, nous ont partagé aussi leur point de vue sur ce qu'est la culture santé, ce que ça représente pour eux. Alors, Carole Jones, Stanley Février, Hélène Duchard, merci beaucoup. Merci Et à puis, toi. je vous invite aussi à participer à la prochaine journée Culture Santé qui aura lieu le 21 octobre prochain. Et avant de lui céder la parole, je voudrais remercier en mon nom et en celui des artistes, je voudrais la remercier très chaleureusement, Stéphanie Lacaire. Oui, Merci Manon, merci. Donc, avant de vous parler de la prochaine journée Culture Santé, j'ai des personnes qui nous ont transmis des commentaires sur le chat. Je voudrais partager ces commentaires aux artistes. Alors, il y a Madame Couture d'un C3S qui vous transmet ses commentaires. Donc, que de beaux projets, témoignages humains. Donc, elle me dit même que si les artistes veulent entrer en contact avec les gens des C3S, elle s'offre d'être une porte d'entrée dans ce milieu. Donc, merci, Madame Couture, d'être présente aujourd'hui. Madame Couture a déjà fait un projet de médiation culturelle il y a quelques années, donc elle est déjà vendue au projet Culture Santé. Merci, Madame Couture. J'ai un autre témoignage. Donc, Madame Hodges, bravo aux 3 artistes pour leur travail si sensible, honnête, touchant et indispensable. Je trouve qu'en travaillant avec leur public, ils acceptent de se donner à cœur ouvert. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi si bien à toucher et transformer les autres et à se transformer eux-mêmes. Merci, Madame Hodges. Je descends ici. Donc, Madame Parent, à l'écoute de ces 3 personnes inspirantes, il ressort que l'art, c'est la clé pour atteindre les émotions et la lumière intérieure. Merci, Madame Parent. Dernier commentaire que je souhaite vous lire. Madame Carrier, donc remercie pour cette initiative de créativité et tous vos talents déployés au service de la communauté. Merci, Madame Carrier. Donc, un grand merci à vous, chers participants, d'avoir fait partie de cette journée Culture Santé. Ça m'amène à faire le lien avec la prochaine journée Culture Santé qui aura lieu le 21 octobre de 8h30 à midi. J'ai inscrit à nouveau le lien dans le chat, donc vous pourrez vous inscrire. Ça sera la même façon de faire. Donc, vous vous inscrivez et ensuite, nous allons vous transmettre un lien Zoom. C'est gratuit également. Donc, il y a une petite erreur, là, je m'excuse, dans la présentation. Donc, c'est jeudi le 21 octobre de 8h30 à midi. Ça sera animé par Marco Pronovo, donc qui est consultant en art social, personne très dynamique. Il y aura une conférence d'ouverture avec le docteur Mélissa Généreux. On viendra aussi parler d'un projet Culture Santé, de la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il y aura également des gens du plus grand réseau de musiciens professionnels qui donnent des concerts sur mesure dans les hôpitaux. Il y aura également une prestation en direct. Il y aura une personne du Musée des Beaux-Arts de Montréal, M. Legary. Nous avons aussi, lors de cette journée, un partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Donc, Mme Drouin, doctorante, viendra faire part de ses recherches. Et lors de cette journée, Céline Goudreau, artiste de Longueuil, viendra nous parler de ses projets Culture Santé, dont un projet avec les proches aidants. Stanley reviendra pour nous parler davantage de son projet qu'il réalise présentement avec les femmes violentées. Et nous aurons Mme Dominique Payette des Impatients qui viendra témoigner. Donc, une belle journée. On vous invite à vous inscrire. Et voilà, donc je voulais aussi profiter au nom du Bureau de la culture et des bibliothèques, donc remercier Manon. Manon, pour ton animation et ta passion. Merci aux artistes Hélène, Stanley, Carole pour vos partages et votre présence aujourd'hui.
Merci au gouvernement du Québec. Donc, c'est grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Longueuil et le ministère de la Culture et des Communications qu'on peut faire cette belle rencontre. Merci aux techniciens de la Ville de Longueuil, à l'équipe du Bureau de la Culture et des bibliothèques. Un merci particulier à Marie Bugeaud, donc consultante qui m'a aidée à la mise en place de cette journée. Et merci à vous encore une fois, chers participants, chers publics, sans qui ces rencontres n'existeraient pas. Bonne journée de la culture et au plaisir de se voir le 21 octobre. Bravo, merci.